Bonjour et bienvenue à Accès MRC. Mon nom est Isabelle Gagnon et je reçois aujourd'hui Luc Simard, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, et Isabelle Simard, qui est la nouvelle directrice générale. Bonjour à vous deux. Salut Isabelle. Bonjour Isabelle. Isabelle, t'es arrivée en poste il n'y a pas très longtemps à la MRC. T'es quand même bien connue dans le milieu, mais je pense qu'on pourrait peut-être commencer par une présentation officielle, que tu nous parles un petit peu de ton parcours avant ton arrivée à la MRC. Parfait. Ben oui, tu le mentionnais, ça fait tout juste 2 mois, là, presque jour pour jour, là, aujourd'hui. Là, j'ai fait une entrée en poste le 5 août. Donc, je me présente, là, Isabelle Simard. Au niveau de ma formation, j'ai un bac en travail social puis un bac en administration des affaires que j'ai complété là, le dernier là, à temps partiel là, en travaillant. J'ai œuvré comme coordonnatrice du Carrefour Jeunesse Emploi dans la MRC Maria-Chapdelaine durant une 12aine d'années. Ça a été là, mon premier emploi plus significatif là, dans le milieu. Fait que le Carrefour Jeunesse Emploi croît là, durant ces années-là. On a d'ailleurs travaillé ensemble plusieurs années, effectivement. Par la suite, j'ai œuvré plus en mobilisation en petite enfance pour une organisation qui s'appelle Avenir d'enfants. Fait que j'ai œuvré beaucoup sur le territoire de la région aussi. Fait que j'ai une connaissance de la MRC, mais j'ai plusieurs expériences au niveau régional également. Là. Fait que je pense que pour la MRC, c'est intéressant là, également. J'ai travaillé dans le milieu municipal comme directrice au développement économique de la ville de Dolbeau-Mistassini. Donc, une connaissance là, du milieu municipal aussi à cet égard-là. Une expérience que j'ai beaucoup appréciée. Puis dans la dernière année, juste avant d'arriver à la MRC, j'étais directrice du Bureau de Service Québec de Dolbeau-Mistassini, donc le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Fait qu'un retour à mes anciennes amours de l'employabilité pour arriver là, à la MRC comme directrice générale. Fait que je pense que mon parcours me prépare bien là, à entreprendre ce défi-là. Puis déjà, après 2 mois, là, je peux dire que j'aime beaucoup mon expérience à ce jour. Donc, l'intégration se passe bien? Ça se passe bien. Nous, on est très heureux là, d'avoir eu une candidature comme Isabelle pour ce poste-là. Direction générale d'une organisation comme une MRC, c'est vraiment un poste stratégique et vraiment important. Le départ de Marie-Claude Fortin nous avait ébranlé. Puis on connaît les enjeux de recrutement aussi, hein, surtout dans des postes comme ça, parce que ça demande une certaine expérience de gestion puis une connaissance du milieu. Donc vraiment, d'avoir Isabelle là, en poste, on est très satisfait, très heureux de ce recrutement-là. Oui. Parce qu'il y a quand même eu du mouvement de personnel, on en parlait tout à l'heure. Il y a un poste à l'aménagement du territoire qui n'est pas comblé. Effectivement, on est encore en processus, effectivement, pour combler ce poste-là. Donc, c'est pas toujours évident non plus, surtout des postes qui demandent une expérience avec des diplômes universitaires. Des postes stratégiques. Plus stratégiques, là, c'est pas tout à fait ça. Donc, vous avez eu une belle chance avec Isabelle, oui. On est bien heureux. Vous arrivez tous les deux du Congrès de la Fédération des municipalités du Québec. Oui. Luc, tu étais avec nous, je veux dire comme Isabelle, presque jour pour jour l'année dernière à même date. Tu as participé, entre autres, à 2 panels, dont un sur les impacts, je crois, de la nouvelle... des nouvelles orientations. Des nouvelles orientations gouvernementales au niveau de l'aménagement. Ben oui, c'est le congrès de la Fédération québécoise des municipalités, c'est le plus gros congrès municipal du Québec. Il y a 2000 participants, c'est vraiment très, très gros. Puis je dois dire que c'est vraiment bien organisé. On a une belle équipe à FQM. Moi, je suis membre du conseil d'administration puis du comité exécutif aussi. Puis cette année, j'avais un petit peu plus de temps. L'année passée, j'étais président du congrès. Ça m'avait mobilisé pendant l'ensemble des activités. Fait que cette année, j'ai eu un peu plus de temps. J'ai eu le temps d'assister à des ateliers. Donc, des ateliers sur des regroupements municipaux, sur plein de choses. Vraiment intéressant. J'ai participé aussi à un atelier sur les orientations gouvernementales en aménagement du territoire qui ont été adoptés cet été. Et ça fait en sorte que d'ici 3 ans, on doit adopter un nouveau schéma d'aménagement et de développement pour notre territoire. Les gens connaissent pas beaucoup c'est quoi un schéma d'aménagement et de développement, mais c'est vraiment la cartographie de notre territoire. Qu'est-ce qu'on veut faire avec notre territoire? Comment on veut l'aménager puis s'en servir pour faire du développement? Donc, c'est vraiment très, très, très important. Puis les nouvelles orientations, les autres dataient de 94. On était dû là, pour avoir des nouvelles orientations avec les changements climatiques, avec tout ce qui se passe sur le territoire aussi. Donc, on est vraiment très heureux d'avoir des nouvelles orientations parce que ça nous laisse beaucoup de place à imaginer puis à innover à travers ces orientations-là. Donc, on va travailler là-dessus dans les prochaines années, mais ça veut dire aussi que les villes devront revoir le plan d'urbanisme parce que le plan d'urbanisme découle du schéma d'aménagement. Donc, ça va amener beaucoup de réflexion dans nos milieux, comment on aménage notre territoire. On veut voir en agriculture si on ne peut pas innover avec les éléments aussi autochtones, si on ne veut pas intégrer des éléments dans notre schéma. Donc, c'est d'avoir des nouveautés, là, puis de l'imaginer un peu différemment, notre schéma.
puis de mieux comprendre notre territoire. On a déjà des mandats de données pour connaître les aquifères de notre territoire, pour les prises d'eau municipales, par exemple. Donc, il y a plusieurs... Ça va amener une meilleure connaissance de notre territoire, c'est certain, de revoir notre schéma d'aménagement. Ça va se dérouler sur plus d'une année aussi, parce que ça nécessite quand même plusieurs travaux là, également. Hein. Puis la consultation, beaucoup de consultations aussi avec le milieu, effectivement. On veut que ce soit aussi un format convivial, au-delà du contenu, que le contenant aussi soit convivial pour que ce soit plus facile d'application aussi là, dans les municipalités. Là. Oui, parce que comme tu disais, Luc, ça concerne à peu près tous les secteurs, là, pas seulement la forêt. Ben, je veux t'amener sur la forêt, d'ailleurs. Ça touche le milieu forestier, ça touche le territoire public, mais ça touche aussi tout ce qui est territoire privé. On inclut les zones urbaines, les périmètres urbains des municipalités, puis ça inclut les zones agricoles. Donc vraiment, là, c'est l'ensemble du territoire qui est touché par cette cartographie-là. C'est encore de l'aménagement, mais le développement par le fait même aussi. Là. Ouais. On a parlé beaucoup l'an dernier de la forêt. Vous voulez avoir plus de responsabilités, il y avait un beau projet aussi avec la forêt habitée, de la MRC. C'en est où tout ça? Puis avec le nouveau régime forestier. On a eu un nouveau forestier, on a eu une année quand même assez occupée. On a eu des consultations là, au courant de l'hiver, printemps passé. Moi, j'ai participé aussi à la consultation nationale pour la Fédération québécoise des municipalités. On a l'ensemble des intervenants qui demandent un nouveau régime forestier. Puis on voit toutes les difficultés vécues par nos entreprises actuellement. C'est vraiment très, très important. Donc, je pense qu'il y a des mesures urgentes à prendre. Mais sinon, il y a une révision de ce régime-là. Puis les communautés, on va être davantage impliquées dans la gestion de nos territoires forestiers. Donc, la forêt habitée, on a un projet de forêt habitée où on veut innover à la fois sur le modèle de gouvernance et à la fois sur tout le déploiement de notre stratégie industrielle liée à la forêt. Donc, on a 2 gros chantiers sur cette table-là. Ça a pris un peu de retard. Là. On parlait du mouvement de personnel un peu. Là. À l'aménagement, on n'a pas encore remplacé le poste. Puis à la direction, le temps que la nouvelle direction prenne ça en main. Donc, on commence les travaux là-dessus. Là. Donc, c'est vraiment un gros projet. Puis on pense que le timing est très, très bon parce qu'il y a beaucoup de demandes de modifier le régime. Puis on pense être capable d'amener une proposition qui va faire en sorte que les communautés vont être davantage impliquées, gérer la forêt par objectif, avoir plus de liberté d'action de nos aménagistes. Donc, puis une forêt, moi je le dis toujours, notre territoire, si on confie la gestion de ce territoire-là aux communautés qui l'habitent, ben, le territoire va être protégé, va être bien aménagé. Je suis très, très, très confiant. Puis ça amène une pluralité de vision aussi. Si on amène les villégiateurs, si on amène l'ensemble de la population à donner leur point de vue sur l'aménagement de ces territoires-là, ben, moi, je pense que le territoire va être encore mieux aménagé. On ne peut pas parler de forêt sans parler du fameux dossier du caribou forestier avec la menace du décret fédéral. Ça a brassé beaucoup dans les médias. Là, on en est où? Quelle est la position de la MRC aussi? Parce que ça aurait des impacts majeurs aussi chez nous. L'impact, la position de la MRC est la même que celle-là de la FQM, d'Alliance Forêt Boréale. En fait, on a beaucoup discuté avec le gouvernement du Québec. Puis nous, ce qu'on veut, c'est que le gouvernement du Québec assume ses responsabilités, mais que le fédéral laisse le gouvernement du Québec travailler sur un plan caribou. Ce qu'on peut mentionner, c'est j'ai déjà participé à des tables nationales sur le caribou. Puis on dirait que les travaux de concertation du milieu sur ces enjeux-là ont cessé beaucoup depuis la pandémie. La pandémie a le dos large dans bien des dossiers, mais on n'a pas été convoqué à des tables ou à des comités régionaux. Donc, nous, on tend la main au gouvernement. On aimerait ça participer, amener des propositions, des solutions. Faut analyser aussi l'impact des changements climatiques sur le caribou parce qu'on voit beaucoup d'espèces animales migrer vers le nord. Ça, toute la population en est consciente. Il y a même du cerf de Virginie rendu en haut du 50e parallèle. Il y en a, il y a vraiment un mouvement important. Donc, tout ça, ça fait partie de l'équation, mais il n'y a pas... Puis on a les chercheurs de l'UQAC qui nous ont mentionné que de mettre des cloches de verre sur des territoires sans les aménager, on allait avoir des feux récurrents, donc des forêts plus jeunes, des habitats moins propices pour le caribou. Donc, il y a une grande réflexion à faire. Les changements climatiques amènent beaucoup de changements. Puis c'est vrai aussi pour le caribou. Mais on est prêt à s'asseoir, à regarder comment on peut mieux aménager ces territoires-là pour justement favoriser le maintien de ces espèces-là. Mais comme je vous dis, là, on n'a pas de nouvelles du gouvernement du Québec. On sait qu'ils travaillent sur un plan caribou. Il y avait déjà des plans, il y a déjà des inventaires qui se font. Mais on veut être impliqué et on veut participer avec le gouvernement dans l'établissement d'un nouveau plan caribou. Disons que le timing est bon de parler en plus des changements climatiques. Le caribou, vous avez un plan climat aussi à mettre en place.
En fait, on aura effectivement un plan climat là, à mettre en place. Là, on a 3 ans, dans le fond, pour le faire. On a embauché une conseillère en environnement là, il y a quelques mois qui travaille, entre autres, là, particulièrement sur ce dossier-là. On a constitué une équipe projet. Ça va interpeller aussi beaucoup les municipalités, puisqu'on parle de plan climat pour la MRC, mais ça va découler aussi là, dans les municipalités. Fait qu'ils sont impliqués au premier chef. Puis il y a plusieurs parties prenantes aussi. On souhaite vraiment mobiliser dans ce cadre-là, mais l'idée étant vraiment de se doter de mesures d'adaptation au changement climatique, mais aussi d'atténuation là, au changement climatique. Fait que ça va nous demander quand même aussi de se projeter dans le futur, d'avoir des scénarios plus ou moins là, optimistes ou pessimistes, de pouvoir aussi avoir un portrait de nos émissions de gaz à effet de serre comme milieu municipal également. Fait que c'est un vaste chantier là, qu'on a entrepris, là, puis on a Gabrielle, là, qui est conseillère en environnement, qui pilote ça avec des partenaires là, du milieu puis des parties prenantes. Là. Fait que ça va quand même, là, sûrement qu'au cours des prochaines années, ça va demander quand même plusieurs mobilisations du milieu, là, plusieurs actions aussi. Fait que c'est intéressant, on ne peut pas passer à côté là, comme milieu municipal également. Là. Donc, plusieurs actions qui vont se refléter, c'est les municipalités qui devront les appliquer. Donc, on fait un conseil avec les municipalités, c'est comme Isabelle l'a mentionné. Puis je pense aussi que la connaissance du territoire qu'on va sortir de ce projet-là va aussi servir à la révision de notre schéma d'aménagement et de développement. Donc vraiment, un beau chantier, assez ambitieux. Effectivement, ce qu'on confie comme mandat dans le plan climat, on va s'assurer que ça soit réintroduit là, dans notre exercice de planification, justement du schéma ou d'autres travaux là, qu'on va mener là, également. Là. Il y a une planification stratégique, d'ailleurs, qui est à refaire. Il n'est pas en cours encore, mais est à refaire. Oui, bien, l'actuelle vient à échéance en 2025. C'était une planification stratégique là, sur 5 ans. Fait que c'est sûr qu'on va commencer aussi là, à réfléchir là, à ça, avec les nouvelles ressources aussi, donner une autre couleur. Sûrement des éléments qui vont être dans la continuité, mais on va essayer aussi d'innover, là, comme c'est le cas pour la MRC depuis toujours également. Là. Fait que c'est sûr que ça va être aussi dans l'horaire de la prochaine année, là, je dirais. Là. Un bon défi pour une nouvelle direction générale, d'amener sa couleur. Sur la plage. Oui, mais d'amener sa couleur aussi d'une planification stratégique comme ça, parce qu'on l'avait fait, notre planification, c'était Marie-Claude qui avait arrivé comme directeur général. On avait travaillé une planification stratégique ensemble pour les 5 ans. Donc là, il faut revoir avec Isabelle qu'elle apporte sa couleur dans cette planification-là, à la fois au niveau de l'organisation, MRC, mais aussi au niveau territorial MRC, qu'est-ce qu'on veut développer. Parce que c'est interne aussi, la planification stratégique, ce n'est pas que pour le territoire, c'est pour l'organisation à l'interne. Oui, bien sûr. Vraiment. Puis je pense que on va sûrement aussi consulter les gens à l'interne, mais aussi à l'externe pour la planification. On verra quelle forme ça prendra, mais évidemment, on ne fera pas ça juste nous-mêmes, là, sans consulter les gens et les parties prenantes, encore une fois. Mais on a encore la volonté d'avoir une planification qui est vivante. Oui. La dernière fois, on faisait des planifications annuelles avec notre planification stratégique, des bilans annuels pour voir combien de projets on avait réalisé, notre pourcentage avec des indicateurs. Donc, on veut utiliser cette planification-là encore là pour la garder vivante parce qu'on ne veut pas la tabletter, comme on dit. On veut s'en servir parce que c'est souvent des vastes consultations, puis les gens participent. Donc, on veut que les gens, ce qu'ils viennent nous dire, on les mette en application aussi, là, comme on l'a fait pour la planification qui se termine. Les bilans sont d'ailleurs sur notre site Internet. Si les gens veulent les consulter, là, c'est vraiment intéressant là, par action, là, par orientation. Là, on voit l'ensemble des actions qui ont été déployées. Là. Le dernier temps, là, 2023, là, qui est sur notre site actuellement. D'accord. Luc, tu parlais tout à l'heure du congrès de la Fédération. Tu as participé aussi à des ateliers sur le regroupement des municipalités. Ça m'amène à aborder ce dossier-là. J'ai assisté plus, mais on a eu des exemples très inspirants de regroupements réussis. Puis des regroupements passés, entre autres avec le maire de la Malbaie qui nous a présenté, parce que la Malbaie, c'est un regroupement de plusieurs municipalités qui a eu lieu quand même. C'était des regroupements un peu forcés à l'époque. Mais il y a un bilan positif qui a été dressé quand même par le maire. Beaucoup de gens ont peur de perdre leur couleur locale dans des regroupements. Puis c'est ce qui était mentionné comme message de la part du maire, que les gens viennent encore de Pointe-au-Pic, viennent encore de leur village, ils ont encore la couleur locale, il y a encore un club de l'âge d'or dans le village local, il y a encore des centres communautaires dans les villages. Donc, c'était vraiment des messages positifs. Puis on a aussi l'exemple de Plessisville, il y avait encore une Plessisville village et paroisse qui existait, donc les deux ont fusionné. Montrer un peu avec les taux d'imposition qui peuvent venir, qu'à prendre quelques années avant de s'harmoniser, mais
on a un bon accompagnement aussi les municipalités qui choisissent cette voie-là, un bon accompagnement de la part du ministère des Affaires municipales. Donc, c'est vraiment des exemples inspirants. Puis c'était très, très drôle d'entendre parler des participants, un peu voir tous les obstacles. On ne se le cache pas, il y a quand même toujours un peu de division au sein des municipalités. Il y en a qui voient ça un peu comme des fois une perte d'identité, alors que pour d'autres, c'est pas le cas. Donc, c'est vraiment intéressant là, comme atelier. Puis l'ensemble des ateliers à la FQM sont vraiment, vraiment intéressants. Les élus qui y participent trouvent leur compte, assistent à plein de sujets variés en fonction de vos intérêts. Moi, j'ai présidé aussi une table sur le développement local pour réaffirmer la porte d'entrée d'Action Entreprises Québec qui sont au sein des MRC pour le développement économique, pour accompagner nos entrepreneurs. On a produit un document d'orientation avec la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Donc, les donneurs de services, les MRC, et les receveurs de services, les entreprises, les PME. Donc, vraiment, on a eu des beaux échanges, des belles discussions avec des membres des équipes des MRC qui étaient présents. C'est vraiment un congrès là, que l'ensemble des participants trouvent intéressant. Puis même que des fois, on trouve qu'il y a quasiment trop de contenu parce qu'on veut assister à plein de choses, mais on ne peut pas assister à tout. Là. Mais c'était une première pour moi, pour le congrès. Puis je confirme que c'est vraiment pertinent. Puis il y a beaucoup de sujets. Là. Normalement, des fois, on va dans des congrès puis on ne peut pas approfondir justement des sujets. Mais là, je pense qu'il y a une panoplie. Là. Moi, j'ai dû assister à une vingtaine d'ateliers en 3 jours là, où c'est rapide, mais efficace. Il y a le programme aussi de développement économique et, pour la redynamisation du territoire qui est en place depuis pas loin d'1 an. Oui. Je pense que c'était positif pour la MRC de Maria-Chapdelaine aussi. Là, je n'ai pas les données, mais oui, nous, on avait donné comme mandat à notre équipe de développement économique. Vous prenez le téléphone, vous appelez toutes les entreprises qui sont susceptibles d'être admissibles à ce programme-là. Puis ce qu'on a eu vent de certaines entreprises, moi, je n'avais pas pensé à ça, pas du tout. Mais suite au téléphone, il a dit ben oui, moi, je veux faire tel projet, ben c'est-tu de l'innovation, c'est-tu. Contacte notre conseillère en développement économique, oui, ça pourrait cadrer. Puis on est allé chercher une bonne part du programme. Là. Beaucoup d'entreprises ont déposé, puis on a eu vraiment un beau succès là-dessus. Des entreprises qui ont été chez 2 fois des montants aussi. Donc vraiment, là, c'est un beau succès. Un programme efficace. Mais je dois mentionner que notre équipe de développement économique aussi a été très proactif. Puis ça fait partie, je pense, de leur travail d'être actif, puis de contacter les entreprises. Parce que souvent, les propriétaires de PME sont déjà embourbés dans la gestion de leur entreprise, donc de connaître tous les programmes, les opportunités. C'est pas nécessairement à portée de tout le monde. Donc, je pense que notre équipe a fait un beau travail là-dessus. Le programme de départ, les fonds sont pas épuisés. Fait que s'il y a des entreprises là, intéressées, puis à la MRC, il y a une panoplie aussi de fonds. Fait que c'est certain qu'on invite les entreprises à communiquer avec nous, mais il y a aussi du service conseil qui se donne au-delà du financement. Mais c'est vrai qu'on a... Oui, tout à fait. Puis c'est vrai qu'on a une équipe très proactive là, qui va au-devant aussi. Mais évidemment, là, on invite les entrepreneurs à nous interpeller. Là. Le dossier du monastère que vous avez acquis l'an dernier, on en est où? Là, on voulait développer peut-être l'hébergement avec le privé. Est-ce qu'il y a eu des avancées? Ben là, on a donné un mandat pour nous accompagner là-dedans parce qu'on veut aussi consulter la population. C'est un mandat peut-être en 2 temps, oui puis non. T'sais, on a toujours dit que le territoire était un atout et le bâtiment monastère était un autre élément. On va les considérer dans son ensemble, mais effectivement, à la fin, peut-être que ça pourrait être des projets un peu plus distincts. Donc, le mandat a été donné. On va entrer en processus avec la firme là, qui a eu le mandat, mais on aura des consultations au courant de l'hiver. C'est en avril, je crois. Là, Oui, normalement, le livrable du mandat là, sera en avril. Le mandat a été effectivement donné. Là, c'est un consortium éco-bâtiment et Anne-Carrière Architecture, des gens qui ont de l'expérience là, dans les bâtiments patrimoniaux. Puis tout ce qui touche aussi là, au mandat de type plus religieux. Dans le fond, on commence avec eux. Ils vont être sur le terrain là, déjà la semaine prochaine. Normalement au mois d'avril, puis il y aura sûrement des consultations citoyennes là, également dans le cadre du mandat. Fait qu'on espère là, arriver avec un livrable en avril, puis savoir un petit peu plus quoi faire pour aller en préfaisabilité, puis identifier qui sera les promoteurs aussi là, potentiels, là, éventuellement, dépendamment de la tournure des événements, mais c'est sûr qu'on souhaite à ce que ça réponde à des besoins aussi du milieu, là, que ça préserve le patrimoine, c'est ça. Là, pour commencer, vous trouvez le concept. Par la suite, aller en préfaisabilité, aller en études techniques, est-ce que les bâtiments le permettent à l'usage? Il reste encore quand même du travail là, à faire là, pour établir un projet plus précis. Mais moi, j'ai toujours, dans ma vision, de développer des projets chiffrés. Par la suite, quand on a des projets qui sont prêts, il y a des programmes de subvention qui sont disponibles, ben là, on est capable de déposer.
Mais si on n'a pas de projets qui sont prêts à être déposés, souvent les délais sont très, très courts. Donc, on passe à côté de plein d'opportunités. Donc, dans ce cas-là, on veut prendre notre temps pour consulter comme il faut la population, voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire à la fois au niveau du territoire, du bâtiment. Et par la suite, aller en faisabilité, puis je ferai un projet assez précis. Et on verra les opportunités avec les programmes de financement qu'il peut y avoir là, par la suite. La saison touristique s'est terminée il n'y a pas tellement longtemps. On avait changé la formule cette année, hein, avec au lieu d'un point d'accueil d'information touristique, 3 points différents, dont la maison d'accueil du Parc des Grandes-Rivières, qui a intégré aussi la maison du vélo, l'information pour la véloroute. Ça s'est passé comment? Est-ce que vous êtes satisfait des résultats? On va pas plus tard que cette semaine, là, prendre acte du bilan là, de la saison estivale. Fait que c'est sûr qu'on va voir, là, il y aura peut-être des ajustements, mais on pense que ça a été, là, somme toute, positif si on regarde d'un point de vue juste de l'achalandage au niveau des vélos. Là, en tout cas, les premiers chiffres qu'on a, mais on va prendre acte là, du bilan incessamment. Puis je pense qu'on va tirer là, les conclusions, pour pouvoir aussi apporter des mesures d'amélioration s'il y a lieu. Là, mais je pense que ça demeure intéressant là, comme résultat là, à ce jour. Là. Moi, je pense que c'est un concept très intéressant. On va regarder les chiffres, on n'a pas encore les données comme on mentionnait. Mais c'était très, très coûteux par acte. Il y avait très peu de personnes qui allaient à notre bureau, à l'ancienne formule. Donc, il fallait trouver une nouvelle façon, puis de travailler en partenariat avec des entreprises touristiques. Moi, je pense que c'est la meilleure façon de le faire. En plus, on peut être ouvert 12 mois par année, non seulement en pleine saison estivale. Puis, on travaille aussi une stratégie de promotion Lac-Saint-Jean. Là. On s'est associé les 3 MRC du Lac-Saint-Jean pour vendre la destination Lac-Saint-Jean. Même si on vendait la destination venez visiter la MRC de Maria-Chapdelaine à Montréal, ça ne dit pas grand-chose au monde. Les mondes vont dire je vais en Gaspésie, je vais au Lac-Saint-Jean. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire une promotion commune du Lac-Saint-Jean. On sait que les gens, souvent, vont arriver au Lac-Saint-Jean, vont aller à Iberville, vont aller à des points d'information les plus près en entrant sur le territoire. Nous, comme on est au bout, souvent, les gens qui venaient chez nous avaient déjà été chercher l'information qu'ils avaient besoin. Donc, c'est pour ça que je pense que notre point d'information, notre bureau d'information touristique était peu fréquenté. Mais de cette façon-là, les touristes vont entrer directement dans nos entreprises là, qui sont sur le territoire, nos portes d'entrée à Dolbeau-Mistassini aussi. Donc, je trouve que c'est un beau concept, une belle façon d'aller rejoindre davantage des gens, puis beaucoup moins coûteuse aussi, puis ça implique en même temps des membres de l'industrie touristique de notre milieu. Donc, pour l'instant, je crois que le concept est très, très bon. On va prendre acte un peu des commentaires, puis aussi des données quantitatives, là, des chiffres. Là. Mais moi, à mon idée, ça va être un bilan positif. On est aussi du côté de la véloroute, là. Fait que ça, c'est quand même un plus aussi. Ça là, les gens n'ont pas besoin de traverser, là. Fait que il y a une question de sécurité aussi dans tout ça. Là. Et le bâtiment était disponible. D'ailleurs, c'était sa vocation première quand il a été construit. Donc, on revient. Bien positionné aussi, directement sur le bord de la véloroute. Pas de détour à faire, traverser la route. Donc, beaucoup moins d'enjeux là-dessus. Là. On est en octobre. La construction du prochain budget, s'il n'est pas commencé, ça en vient. On va se concentrer sur quoi? Est-ce qu'il y a outre tout ce qu'on a discuté, parce qu'il y a déjà quand même pas mal de travail, est-ce qu'il y a d'autres dossiers majeurs qui s'en viennent pour la MRC dans la prochaine année? Oui, bien, des dossiers majeurs qu'on a, la MRC, moi, j'en mentionnerai 2 là, pour l'année qui s'en vient. On a tout le secteur SN-Vauvert, on a un contrat aussi de données pour définir un concept dans ce secteur-là, parce que c'est un mandat à lequel je tenais. Il y a beaucoup de potentiel. On a des terres publiques intramunicipales directement sur le bord du Lac-Saint-Jean. Ça n'existe plus nulle part ailleurs. Je pense qu'on peut développer un produit très, très intéressant dans ce secteur-là. Donc, tout en respectant la population locale. Il y a beaucoup de résidents permanents, on ne se le cache pas. Donc, on finalise ça, puis peut-être l'année prochaine aussi, encore certaines étapes. Mais encore là, comme pour le monastère, je vais en arriver avec un projet chiffré, avec un concept clair, identifier les intervenants qui vont être sur le territoire, mais on a, je pense, des bons investissements à faire là, mais au niveau touristique, il y a sûrement possibilité de trouver des sources de financement, on ne le fera pas tout seul, donc ça, c'est un gros morceau. Et sinon, on a notre parc industriel aussi, notre parc industriel régional à Normandin. On va travailler avec la ville de Normandin pour développer ce parc-là, nos systèmes de traitement d'eau pour être capable d'accueillir des nouvelles entreprises. Donc, on a encore une bonne année, puis on va regarder au niveau du budget pour réaliser toutes ces étapes-là. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été là. Ben, merci. Bonne prochaine année. Merci, Bonne automne 2024 Isabelle. et hiver-printemps 2025. On pourra se revoir l'année prochaine pour venir en parler. À pareille date, peut-être. Effectivement. Merci.
Merci à vous aussi d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Accès Immersif. La province de Québec peut compter sur une 50aine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu, tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être. Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français.